Tu viens petit déjeuner? Un pour ma petite, un pour moi, un pour ton père. Maman! Bah quoi, faut bien reconnaître qu'il a participé, non? C'est pas avec mon vibro que je t'ai fait, hein? Je t'ai pas vu à la présentation d'équipe. Tout le monde me connaît ici, je viens depuis que je suis toute petite. Y a quelqu'un? Salut toi, ça te va si je t'appelle Jumbo? Est-ce que on peut faire un tour? J'aimerais bien te parler de quelqu'un. Il est où? Ici. Ici où? C'est pas pour du sexe, c'est autre chose. C'est une blague, non? Je ressens des choses que j'ai jamais ressenties pour personne. Ça t'amuse de te foutre de moi ou t'es juste complètement malade dans ta petite tête? Et tu vas où? C'est juste qu'il me rend heureuse. Sors de chez moi. Sors de chez moi. C'est son truc. Elle fait de mal à personne, si? Non. Fais-toi soigner, ma pauvre, là, t'es plus avec nous. Et si c'était à vous d'ouvrir les yeux? Bonjour mademoiselle Whittock. Bonjour. Bienvenue sur Aix-en-Provence, au Merci. cinéma Renoir. Ouais. Merci de m'accueillir. Très heureuse d'être là. C'est une première, Ouais. c'est un premier film Oui. et nous c'est une première interview Bah, pour voilà. le cinéma aixois. On est super C'est génial. contents On de commence vous ensemble. recevoir. Ouais. C'est un premier On s'en long rappellera métrage. dans 10 ans. Ouais. C'est un premier long métrage, c'est pas le premier film. Oui, c'est le premier long métrage. J'ai fait des courts métrages avant, mais ça c'est mon premier long métrage. Les courts-métrages Silence Ward, pardon. Oui, c'est ça exactement, à demi-mot en français. Et Ceci n'est pas un parapluie, c'était mes deux courts métrages qui ont précédé Jumbo. C'était par rapport à Ceci n'est pas une pipe. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Ben, moi je suis belge, alors le surréalisme c'est un peu ancré dans mes racines. J'y échappe pas vraiment quoi. On le retrouve d'ailleurs un peu dans Jumbo, je pense. Pendant les scènes avec toutes les interactions avec Jumbo, au final, qui partent dans le fantasme. Oui, tout à fait. En fait, ouais, il y a énormément de fantastique. J'avais envie d'apporter un peu cet univers coloré au quotidien. Moi, quand je travaille, je me dis que je suis une réalisatrice de fiction, pas de documentaire, donc j'aime bien être réellement dans une interprétation d'une histoire aussi vraie que celle-ci naît et aussi étonnante qu'elle naît. Et du coup, utiliser cette étrangeté en fait pour l'amener vers le fantastique, vers l'univers du rêve. Et justement vers le surréalisme, c'est-à-dire garder le film entre une forme de réalité qui ancre l'histoire dans son sujet, qui est une histoire vraie, et en même temps se permettre la fantaisie de rêver un petit peu. Ah ouais. C'est vrai que ce surréalisme, Ouais. donc par rapport à Jumbo, Ouais. qui est un peu l'acteur principal. Tout à fait, l'acteur principal du film. Gros casting, gros casting. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Cet acteur-là qui a déclenché l'idée ou comment ça s'est fait le casting de Alors, il y a deux choses. L'idée, elle est venue d'un article de journal que j'ai lu sur une femme qui était tombée amoureuse et qui avait épousé la Tour Eiffel. Voilà, Erika Eiffel, exactement. Donc évidemment, ça m'a fait sourire parce que le sujet reste étrange et fait rire au début. Mais en même temps, c'est une histoire qui m'est restée, je pense, des jours et des jours dans la tête. Et j'ai fini par me dire, il faut absolument que je lui parle, je la contacte. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, j'ai été très étonnée parce que je me suis retrouvée face à quelqu'un d'assez normal en fait, et de très terre à terre, avec un discours très lucide, alors que je m'attendais à quelqu'un d'étrange, en marge, voire peut-être même un peu folle. Et en fait, le fait d'être tombée à l'opposé de ce que moi j'avais envisagé en termes de clichés de qui elle pouvait être, ça m'a tellement surpris que je pense que c'est là où je me suis dit il y a vraiment un film parce qu'il y a un personnage en fait dans ce film. Et donc ça a été la base du film, la base de l'idée. Et après voilà, je vous disais, je fais de la fiction, pas du documentaire, donc je voulais vraiment avoir la liberté de raconter l'histoire que j'avais envie de raconter. Et donc petit à petit, en fait, le film c'est moi, ce qu'on m'avait appris en école de cinéma, c'est que si on voulait
un peu remanier une scène, changer là de décor et ça peut tout faire. Et donc c'est un peu à partir de cet exercice, je me suis dit, mais tiens, mais si je prends cette même histoire mais que je la change de décor, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que l'univers du parc d'attractions, qui est un univers de l'enfance, qui est justement assez libre, c'est un peu imposé comme l'univers du film. Voilà. Et donc le casting de Jumbo s'est imposé avec. C'était un casting international. C'est vrai. On a vraiment cherché dans le monde entier cette machine. C'était assez colossal parce qu'on savait pas trop par quel bout commencer. Le milieu des forains, c'est un milieu assez fermé, assez mystique. Si on n'est pas dedans, c'est pas facile de pénétrer ce milieu. Et donc au début, on avait trouvé Jumbo aux États-Unis. C'était un petit peu compliqué, mais on a quand même, j'ai des producteurs qui se sont battus, qui y croyaient, qui ont essayé de le faire venir en France, mais c'était trop compliqué. Et donc j'ai un peu déçue, j'étais repartie sur d'autres machines, et puis finalement, en fait, à force d'avoir commencé à rencontrer tout le milieu forain, en fait, un jour, il y a un forain qui nous a appelés, mais vous savez, j'ai appris que vous cherchez un Movie de 24, parce que ça, c'est le nom de la machine. Ah ouais, et en fait, il y en a un, c'est machin qui l'a, propriétaire, vous pouvez le trouver en France. Voilà, enfin, il est en France et dans toute l'Europe, mais comme c'est le même continent, ça facilitait, c'est plus simple. Il était à cet endroit-là, c'est-à-dire un lieu un peu qui est au milieu de la forêt, ou il était Non, alors non, c'est du coup, nous, on a tourné en Belgique, dans un parc d'attractions qui s'appelle Plopsaco dans les Ardennes. Moi je suis belge, je viens des Ardennes, donc c'était vraiment un décor que j'avais envie d'exploiter. Et en fait on a fait venir Jumbo. Et le chef décorateur du film a fait un vrai travail d'embellissement pour faire en sorte de donner cette impression qu'il est bel et bien installé dans le parc et qu'il fait partie intégrante du parc. C'est vrai qu'en plus on dirait vraiment qu'il a des bras quoi, avec les sièges. Ouais. Donc il y a vraiment cette idée de protection autour de Jeanne. Oui, de main, exactement. Mais en fait, dans le casting de Jumbo, justement, ce qui était difficile, c'était de se dire, on voulait quelque chose de grandiose, d'impressionnant, de beau, de poétique, et en même temps, on voulait quelque chose qui puisse être à l'échelle humaine, et de trouver le juste milieu, c'était pas facile. Souvent, on avait des machines qui pouvaient faire 40 mètres de haut, et donc filmer ces machines, c'était pas si facile avec une petite, même si elle n'est pas si petite que ça, Noémie Merlan, mais quand même. Et donc en fait quand j'étais tombée sur le Movie de 24, Jumbo, c'est pour ça que j'avais eu un coup de cœur parce qu'il y avait vraiment cette impression de main et puis il avait pas mal de mobilité dans la manière dont il bouge. Il fait 9 mètres, 15 tonnes, donc c'est déjà assez impressionnant, mais c'est pas non plus c'est pas non plus tout petit. C'est pas vertigineux. Il avait ce bon entre-deux. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup Jumbo, en tout cas nous avec le chef déco William Abello, la manière dont on discutait de Jumbo, c'est cette main peut-être un peu étouffante, peut-être presque impressionnante dans ce sens-là, et en même temps très englobante. Et dès qu'on la retourne, c'était un petit peu la main de King Kong qui venait sauver cette jeune fille, la rattraper dans sa chute. Et on aimait bien cette image. Ouais, vous l'avez bien humanisé d'ailleurs, Jumbo. Ouais. Enfin, moi, les scènes avec où... un autre Jumbo que celui-là. Ouais, Excuse-moi. Ouais, c'est ça. C'est l'idée. Tant mieux, c'est que c'est comme si on se dit personne d'autre que Noémie Merlan ne pouvait interpréter ce rôle. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a bien fait notre choix. Bon casting pour Jumbo. Ouais, c'est ça. Oui, mais finalement, c'est quand même 8 mois de réflexion, d'aller-retour entre différentes machines, et de compromis entre quelles sont les possibilités de moyens de production, quels sont les rêves artistiques. Et Jumbo, c'était vraiment le rêve qui pouvait en plus coller à la production. Il a été maquillé Ouais, il a été très maquillé. Et je peux te dire que le maquillage de Jumbo, ça prend du temps. Non, mais en fait, c'est une machine qui est automatique. Donc on appuie sur un bouton, il part, il fait des tours et il se remet en place. Et donc nous, on avait besoin d'une machine manuelle puisqu'il fallait en faire un personnage et qu'on puisse le contrôler, lui dire d'aller à gauche, à droite, plus vite, moins vite. Donc en fait, on a dû le rendre complètement manuel. Donc on a changé tout le système électrique intérieur de la machine. On a changé les 3000 ampoules pour pouvoir contrôler le code couleur de la machine. On lui a réinventé, dans le film on voit beaucoup le cœur de Jumbo, qui est un cœur lumineux qui a été créé aussi pour le film. Et le seul avantage c'est que au niveau de la couleur extérieure de la peinture de Jumbo, c'était rouge et ça c'était une couleur qu'on voulait et qui était déjà sur cette machine-là. Avec la scène d'ouverture où Noémie Merlan est face. Ouais. Ah, donc elle est en plein dans le cœur. C'est ça, exactement. C'était cette envie dès le début du film de vous englober. C'est comme si on passait une autre dimension en fait. De rentrer dans son univers à elle, qui est l'univers du rêve, de l'intime, du jardin intime bien protégé. D'ailleurs, c'est vrai que cette question de l'intime, justement,
moi, en voyant le film, je me suis dit, bon, il y a un thème qui ressort, cette idée d'acceptation, en fait, de tolérance. Ouais. Et j'ai pensé, d'ailleurs, c'est Étienne qui en parlait. Au début du film, la mère, elle lui dit, on comprend qu'elle utilise un vibromasseur. Et en soi, il n'y a pas vraiment de différence entre le Jumbo de Jeanne et le vibromasseur de la mère. Je me dis, c'est juste une question d'échelle et donc justement d'intimité aussi. Comme c'est le vibromasseur, peut-être c'est accepté parce que c'est intime, c'est caché, mais elle s'affichait avec Jumbo, donc sa machine à elle. Bon, après, non, il y a une affaire de sentiment, donc ça va au-delà, mais il y a cette espèce de l'hypocrisie de l'humain, moi j'ai le droit, mais pas toi, ou toi, ça dépasse mes limites personnelles. Voilà, c'est ça, Parce exactement. qu'on voit, il y a beaucoup d'objets, donc le vibro dont elle parle au début, les petits patchs pour se, muscler, la cigarette électronique, qui sont filmés vraiment en gros plan. Donc par rapport à la mécanophilie. Mais en fait, il y avait une vraie envie de montrer que aussi peut-être que là où Jeanne est emmenée en termes d'histoire, ça vient aussi de quelque part. Et que peut-être que cette mère qui certes n'est pas amoureuse d'objets, mais traite les hommes un peu comme des objets, comme des choses jetables potentiellement, c'est presque pire en fait que cette jeune fille qui va finalement elle réellement être dans une relation amoureuse et dans une véritable connexion émotionnelle qui certes c'est avec un objet, mais pour le coup c'est pas un objet jetable. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et en fait, voilà, je pense qu'avec ce film, et puis c'est aussi là que peut-être ça me touchait moi aussi en tant que scénariste, réalisatrice, c'est que quand j'ai commencé à écrire ce film, j'étais plus jeune, début de vingtaine, aussi dans une recherche d'identité et dans une forme de timidité où il faut trouver sa place dans la société. Et je pense que ce qui est très beau avec le personnage de Jeanne, c'est quelqu'un d'assez introverti, peut-être un petit peu étouffé par sa mère et qui, à travers ce premier émoi amoureux, certes étrange par rapport à ce que nous on place en termes de code, de normes, mais c'est cet émoi amoureux qui va lui permettre de s'émanciper de sa mère et de devenir femme en fait, réellement. Et je pense que nos premières relations amoureuses, elles nous emmènent aussi vers une forme d'indépendance et voilà, on arrive à se trouver. Et je pense que ce chemin-là, ce récit initiatique, comme on dit en français, moi j'aime bien l'idée du coming of age anglais, mais c'est vrai que ce récit initiatique, je trouve ça toujours très beau. Quel âge elle a, Jeanne, dans le film à peu près? Mais en fait, il y a une envie de pas être de pas l'ancrer dans un certain âge. On sent qu'elle est à la fois très jeune, enfant, et en même temps peut-être jeune femme, jeune adulte qui devient femme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense qu'on a d'autant plus de mal à placer son âge qu'elle a un rapport à son corps très différent de la moyenne. Son corps, qui est pourtant un corps de femme, voilà, très pulpeux, etc., elle le traite comme un corps d'enfant. Elle n'a pas ce rapport à la sexualité au début avec ce corps, donc elle a une sorte d'aisance totale avec son corps, surtout dans son intimité. Et par contre, une extrême gênance quand elle est en public. Et donc, il y avait cette envie d'entre-deux, de contraste et de contradiction, en fait, que j'avais envie de garder. Et on n'en parle jamais vraiment, mais tout le monde me pose la question. En fait, quel âge est là? Je me demandais comment vous positionnez par rapport à la machine, du rapport de l'homme à la machine. La machine a ses limites. Oui. Ouais. Bah, alors moi forcément, si vous me demandez personnellement, bien sûr je trouve que la machine a ses limites et qu'on a besoin de ces rapports humains, enfin il n'y a rien de... Voilà. Mais ça c'est ma perception. Et en fait ce que je trouvais assez beau dans ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas en train d'essayer d'imposer aux autres une manière de voir les choses, une manière de vivre ses relations amoureuses. En fait elle veut juste se dire que faute d'être dans cette capacité de communiquer avec d'autres êtres humains de manière très simple, en fait elle va se retrouver avec cette machine, mais finalement c'est quelque chose de très intérieur qui est de l'ordre de son parcours personnel, de son parcours très intime. Et je pense que c'est certainement ce malaise avec les autres qui l'emmène vers cette machine. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un peu doux amer, parce que en fonction du point de vue qu'on choisit de positionner sur cette relation, soit c'est une fin très très heureuse, soit c'est peut-être un peu doux amer, un peu triste. Voilà, et je vois dans la réaction du public, certains me disent mais c'est très triste, d'autres me disent c'est très beau, c'est très joyeux. Moi je pense qu'il y a quelque chose de positif, et ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'elle a gagné ce personnage à travers cette histoire et cette relation amoureuse. Après il faut voir le film, et le film pose vraiment la question du point de vue et du curseur de la normalité, c'est-à-dire que quand on parle de folie, finalement c'est une question de point de vue. Souvent les gens qu'on considère fous, si on se mettait à leur point de vue, est-ce que vraiment eux ont cette conscience de je suis fou, et donc je pense que
cette question de point de vue, elle est très importante parce que la mère, comme vous dites au début, elle essaie beaucoup d'imposer en fait son point de vue de ce que c'est la normalité, de vers quel homme elle devrait aller, vers qui elle devrait aller, comment elle devrait vivre sa sexualité, comment elle devrait vivre ses relations amoureuses. Et en fait, on est face à un personnage qui finalement, sous des airs un peu timides et fragiles, est quelqu'un d'extrêmement fort et puissant et courageux qui va oser s'opposer à la vision de sa mère. Donc je pense, et à la vision de la normalité et du quotidien de sa mère. J'avais envie de mettre beaucoup d'humanité dans ce film par rapport à justement mon parcours face à ce sujet qui est l'objectophilie, voilà, qui finalement est le sujet de base, mais le film est beaucoup plus large parce que ce que j'avais envie de mettre dans ce film, c'est un parcours humain et une relation finalement très humaine de quelqu'un qu'on pourrait assimiler à une bête de foire et qui en fait n'est qu'une femme comme une autre qui se cherche. Et donc c'était un peu la même réflexion dans les personnages masculins. C'est-à-dire que je voulais jamais aller vers des personnages clichés qui soient forcément le méchant ou la gentille, et je voulais montrer qu'on est tous en fait de paradoxes, c'est-à-dire d'étrangeté, de normalité, d'une part de méchanceté, une part de gentillesse, et je pense que c'est cette véritable volonté de nuance qui apporte énormément d'humanité dans le film. Et pourquoi Jumbo? C'est bête de foire? Alors Jumbo, c'est marrant, c'est très personnel, hein, c'est vraiment... Je savais que je voulais que le personnage lui donne un surnom, et je savais pas trop vers quel surnom aller, et en fait moi j'ai grandi en Afrique, et dans l'Afrique centrale on dit Jumbo Bwana pour dire welcome, bienvenue, et donc en fait c'est toujours quelque chose, Jumbo Bwana, Jumbo, que j'avais en moi, et du coup voilà, Jumbo. Ouais, c'est ça, vous avez traité avec beaucoup de tendresse, mais en même temps vision de l'humanité un peu sombre, quand on est en bande, on est méchant, on est bête, comme la bande de jeunes. Ouais, je pense que je voulais contraster le micro contre le macro, c'est-à-dire un avis noir et blanc est très vite donné quand on est sur une échelle macro, et en fait dès qu'on rentre à une échelle plus humaine, plus petite, plus intime, on rentre dans beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de gris qui permet beaucoup plus d'humanité aussi. Donc voilà, exactement. Et je pense qu'en ce moment c'est important de se poser cette question et cette réflexion autour de la manière dont on approche les autres. C'est vrai que le message du film, c'est un peu, ceux qui rejettent au final ce qu'ils ne connaissent pas, donc la différence, c'est aussi admettre qui ne connaissent, qui n'ont pas la connaissance justement, et je sais pas, c'est un peu ce message du film. Complètement, oui, une sorte d'ode à la différence et à la tolérance. Mais ce qui était important aussi pour moi, c'était que les gens sentent qu'ils aient aussi, par exemple, le droit d'être gênés par rapport à un sujet comme celui-là. Pour moi, c'est aussi une forme de tolérance. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour dans le film qui va avec le sujet, et c'était très important pour moi que les gens puissent rigoler avec le film, pas évidemment contre le film, mais avec le film, parce que c'était une manière de dire oui, on sait que c'est étrange, oui, on sait que ce n'est pas la normalité, mais c'est ok aussi de regarder ce qui est étrange sans forcément se dire qu'on doit l'accepter ou ne pas l'accepter, mais juste tendre un petit peu la main en disant bon ben voilà, vous voulez, c'est étrange, vous en rigolez, vous avez le droit d'en rigoler, parce que je pense que dire aux gens oui, c'est étrange, mais vous devez l'accepter, c'est comme ça, c'est aussi le mauvais combat. Donc dire oui, c'est étrange, vous rigolez, très bien, moi aussi j'ai rigolé quand j'ai entendu pour la première fois parler de ce film, mais en même temps, quand on va un peu plus loin et qu'on continue et qu'on passe du temps avec ce sujet, il y a une vraie psychologie derrière et une vraie humanité à aller trouver. Donc le film va chercher ces différentes tonalités. Moi j'ai une petite question, est-ce que... j'ai pas réussi à savoir vraiment si Jumbo était vivant ou si en fait c'était justement tous ces sentiments enfouis en elle, donc un amour qu'elle recherche chez sa mère, chez le père qu'elle n'a pas eu. Est-ce qu'elle n'avait pas projeté sur un objet qui est justement grand, c'est du métal, c'est fort, c'est protecteur, parce qu'à un moment elle va même se protéger de ses poursuivants au centre du Jumbo. Est-ce que c'était pas c'est le reflet de ses sentiments, et donc elle a tout mis là-dessus? En fait, j'ai envie de dire, je te laisse, voilà, exactement, je te laisse le choix d'aller dans un sens ou dans un autre. Je pense que justement le film joue sur cette ambiguïté, et j'ai pas envie de donner la réponse, ce serait dommage. Est-ce qu'il y en a vraiment une? Voilà, pour moi c'est le pouvoir de la croyance, hein. C'est ça, c'est-à-dire que à partir du moment où on croit à quelque chose, et que ce soit vrai ou pas, peu importe, c'est vrai pour la personne qui le vit. Je pense que ce film, c'est un film qui
s'expérimente de manière très sensorielle. Et en fait, la réflexion, elle vient après. Donc en fait, pendant le film, c'est juste une histoire d'amour, où on cherche à avoir des sentiments, des émotions, qu'on soit heureux, triste, amusé. Voilà, en fait, l'idée, c'est juste de le vivre avec beaucoup d'émotions et de laisser la réflexion pour après. C'est pour ça qu'on n'a pas cherché à en faire une étude psychologique ou psychiatrique. On est vraiment dans l'intimité de la relation mère-fille. On est dans cette histoire d'amour femme-machine. Et après, le reste, la réflexion, le débat, il arrive après. Il ne doit pas venir pendant le film, je pense. D'ailleurs, on ne sait pas trop où ça se passe, le film. Non, c'est une volonté. Je voulais aucun. Voilà, on est un peu dans les années 80, mais en même temps, il y a les téléphones portables. Voilà, il y a les Ardennes. Mais c'était l'idée de l'isoler dans une sorte d'espace-temps un peu... Voilà, de nouveau, pour rester en dehors de toute réflexion intellectuelle et d'être vraiment dans le concret de l'émotion. Dans le sensitif. Voilà, c'est ça. En fait, on isole complètement ces personnages de l'espace-temps pour pouvoir rester sur quelque chose de très, très personnel. Et puis moi, j'ai grandi, je suis fille diplomate, du coup, j'ai grandi aux quatre coins du monde et je suis pas ancrée dans une culture particulière. Et c'est vrai que, bon, voilà, c'est... Oui, un peu, voilà, ça fait toujours un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vraiment ça. Je suis belge, mais voilà, j'ai été dans des lycées français à l'étranger, donc je suis pas ancrée ni en France, ni aux États-Unis, ni en Afrique, ni en Australie, qui sont un peu tous les pays que j'ai fait, ou les continents que j'ai fait. Donc voilà, un peu, c'est difficile pour moi de faire un film français ou américain ou belge à 100%, donc il y a 1000 influences de... Enfin, je trouve un peu ce côté non-genré du film dans la mesure où ça mélange tellement de genres, on ne peut pas en définir. Exactement, mais c'était l'envie parce que je trouve que voilà, c'est aussi une manière de... Aujourd'hui, on maîtrise tellement les codes de tous les différents genres que c'est important de se dire que si on veut être aussi dans un cinéma moderne, qu'aujourd'hui, on a assez de maîtrise de tous ces genres très codifiés et très compartimentés pour en fait prendre un peu de chaque et en faire un nouveau genre qui est le sien, celui des réalisateurs, de l'histoire en fait surtout. J'ai l'impression que c'est une espèce de... C'est l'évolution, enfin peut-être le futur du cinéma, ce truc de non-genré, ce mélange des genres. Mais non, mais je pense parce que nous on a grandi avec des genres très clairs et je pense que de toute façon pour pouvoir casser les règles il faut les connaître et les comprendre parfaitement. Donc en fait je pense qu'on a grandi avec tous ces codes, on les maîtrise et aujourd'hui on peut jouer avec beaucoup plus facilement qu'on ne pouvait il y a 30 ou 40 ans, même s'il y a déjà énormément de choses qui ont été voilà, du nouveau Hollywood, voilà, et encore avant la nouvelle vague, il y a déjà énormément de choses qui ont été cassées dans des révolutions cinématographiques de l'époque. Mais aujourd'hui je pense qu'on est une nouvelle révolution. Ouais, c'est ça, il y a plein de films comme ça, de jeunes films, le vôtre, je pense aussi à Under the Silver Lake, si vous l'avez vu, qui se mélange des genres, qui casse la narration, quoi. Comme là, cette ouverture. Et ce que j'ai trouvé pas mal, ça c'est mes goûts, mais j'aime bien, on voit que vos personnages en fait ils vivent avant le film et après le film, quoi. On se dit, ils sont toujours là et je sais pas, je trouve ça bien. Que l'histoire ne s'arrête pas avec... C'est pas juste des outils de narration, ils existent, quoi. Je trouve ça c'est aussi quand on a des super acteurs qui sont très authentiques. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Noémie Merlan. Bienvenue sur Aix-en-Provence, dans les cinémas Aix-Soir. Ces derniers temps, vous faites des films sur des histoires d'amour. Oui, des histoires d'amour passionnées, des histoires d'amour modernes, des histoires d'amour modernes dans le sens des femmes qui suivent leurs désirs, qui écoutent leurs désirs, qui y vont. Comment vous voyez le personnage de Jeanne, son rapport avec Jumbo, et aussi comment vous avez travaillé justement les émotions, réussir à tomber amoureuse de la machine C'est pas évident de développer une relation avec un objet, quelque chose qui n'est pas en vie. En plus, tous les effets spéciaux n'étaient pas encore là. Donc, il n'était pas complètement incarné. Il y a énormément de choses à dire, donc j'essaye de réfléchir par où commencer. Moi, j'avais vachement peur des manèges. Je ne l'avais pas dit à Zoé, mais j'étais terrorisée à l'idée de faire ce genre de manège-là qui partent dans tous les sens, qui sont dans le vide, parce que j'ai peur du vide justement. Et en fait j'avais du coup développé une espèce de dialogue avec Jumbo en lui demandant que tout se passe bien. Et cette peur-là, je m'en suis servie quand je suis montée sur Jumbo. C'est un peu la première fois qu'on démarre une histoire d'amour, on est toujours un peu terrorisé et j'utilisais ces émotions-là. Une fois que je suis montée sur Jumbo, que j'ai fait ce premier tour, je me suis persuadée d'être le personnage et je croyais au fait que, comme Jeanne, j'aimais ça. Et
c'est là aussi qu'on voit le pouvoir de la croyance. Le film parle de ça aussi. Du coup, je me suis complètement laissée aller. Et c'était comme un complet vertige, orgasme, de lâcher prise en fait. C'est ça en fait, ça fait énormément de bien de lâcher prise. Moi, ça m'a fait un bien fou. Et après, j'étais en dialogue toujours avec Jumbo en le remerciant de m'avoir fait vivre ça, de m'avoir protégée. Et je pense qu'on a tous parfois comme ça des dialogues avec nous-mêmes en fait. C'est des dialogues avec nous-mêmes. Donc pour moi, Jumbo, c'est aussi un miroir de Jeanne. Elle a du mal à parler, à avoir des relations avec les gens, avec sa mère qui est très possessive, très fusionnelle, très toxique. Elle a du mal à gérer le désir des hommes, ce que les gens projettent sur elle. Elle est très introvertie et avec Jumbo, elle peut être elle-même. Elle a peur de rien parce qu'il est neutre et du coup, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus en vie, beaucoup plus elle-même. Et du coup, j'ai travaillé sur des choses concrètes, de différentes postures, de différentes manières de parler, regarder. Aussi, on se nourrit de nos propres histoires d'amour. Donc, le cheminement, en fait, je pars de là parce que c'est une vraie histoire d'amour avec Jumbo. Donc, j'essayais d'être le plus sincère, concrète possible. Et c'était plus simple, justement, de baisser sa garde en tant qu'actrice pour envoyer des sentiments vers Jumbo, parce que c'était une machine, ou, je sais pas, je me dis, si vous aviez été en face d'une femme ou un homme, ou... Ah bah oui, moi je pense que il y a beaucoup de ça, c'est plus simple parce que neutre et en fait Jeanne est beaucoup plus sereine face à Jumbo parce qu'elle est face à elle-même, elle est en sécurité. Et après dans le jeu, par contre c'est quand même plus compliqué malgré tout. Il y a un chemin à faire qui est plus délicat parce que c'est pas un chemin qu'on a l'habitude de prendre, surtout en tant qu'acteur en fait, de vraiment que s'appuyer sur un dialogue avec soi-même et avec l'atmosphère. L'atmosphère dans le sens, cette machine, cette matière, les odeurs, d'aller chercher d'autres choses en fait. Et lui, il a changé. Enfin, vous avez eu l'impression que, au fur et à mesure des scènes qui passaient, vous retrouviez un oui, au début c'était mon ennemi, à la fin c'était mon grand ami. Parce qu'avec lui, j'avais dépassé quelque chose. Ouais. En fait, j'avais un peu peur de tout avant. Et avec Jumbo, j'ai moins peur de beaucoup de choses. Donc déjà, moi, il s'est passé un vrai truc. Donc j'avais une vraie relation avec lui par rapport à ça. J'allais vous demander, c'est ça, dans le personnage, il y a différentes manières de jouer. Il y en a qui arrivent à couper, dès qu'on dit couper, ils sortent, ils reviennent à la réalité. Ou est-ce que vous êtes... Moi, pas trop. Vous restez dans le personnage? Comment dire, ça dépasse, ça déborde toujours un peu et ça se... Non, je suis toujours un peu... Ouais. Qu'est-ce que vous avez gardé de Jeanne à la suite? De Jeanne, alors j'avais quand même pour moi un peu de Jeanne à certains endroits. Mais bon, je pense qu'on a tous plus ou moins un peu de Jeanne en nous. Un côté que j'avais un peu plus de parfois être complètement ailleurs, de ne pas savoir gérer les gens, leurs désirs, ce qu'ils projettent sur moi, ce qu'ils attendent de moi. Et du coup, je peux me fermer complètement. J'ai un peu il y avait des choses que je pouvais comprendre, en tout cas que je pouvais saisir, moi qui me parlais. Et ce côté très dans son monde, à parler avec elle-même, avec cette machine. Il y avait des choses, moi, qui me touchent et qui me parlent. Et qui restent, moi, qui sont restés, mais qui étaient déjà un peu là avant. Moi, ce que j'ai dépassé, c'est ça, c'est dépasser les manèges, quoi. Maintenant, j'aime les manèges. C'est même quelque chose. Qu'est-ce qui vous a décidé d'y aller, sachant qu'en plus, vous aviez plutôt peur de... Moi, quand j'ai peur d'un truc, en général, j'y vais. Je sais que de rester je sais pas, de stagner, de rester bloqué, c'est là où je suis finie. Je suis finie dans le sens où il faut être en mouvement, il faut aller vers... si j'avais peur de ce personnage, autant qu'il me faisait envie, c'est qu'il y avait un truc, quoi. Mais par contre, je voyais l'importance de ce film, de ce rôle, où il amenait en fait la réflexion, l'émotion qu'il amenait, il était essentiel pour moi, il est important. Et puis il est unique, ce film, je trouve, il
Il est unique, il est singulier. Vous aviez peur de travailler avec Emmanuel Berco, En fait, je l'avais rencontré au casting et j'avais trouvé tellement cool que j'avais pas peur après. J'avais hâte, en fait, j'avais hâte. Il y a beaucoup de moments très tendus entre Jeanne et sa mère. La complicité ou l'envie de jouer avec un autre acteur, c'est un atout d'avoir envie de jouer avec lui, même quand c'est des trucs qui doivent être au contraire un peu opposés. Quoi. Oui. Moi je pense que c'est un atout justement. Elle est un peu dans ce délire-là d'avoir peur de pas avoir peur de retrousser les manches et d'y aller et de se jeter à corps perdu dans le rôle. Et tous les acteurs sont différents. Donc, mais c'est important et c'est intéressant de savoir les limites de chacun. Et plus on a un acteur en face qui un peu a les mêmes règles, du coup c'est intéressant d'être avec quelqu'un qui a les mêmes règles, les mêmes limites. Parce que du coup vraiment on s'amuse quoi. Ouais. Est-ce que vous avez votre propre idée sur... Est-ce que du coup sa relation avec Jumbo c'est fantasmé? Est-ce qu'il y a du réel ou... C'est une histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour de Jeanne, c'est l'histoire d'amour de cette femme. Et c'est beau. Il y a des films que vous avez regardés pour vous inspirer de... Ryan Gosling, avec la poupée gonflable. Ah ouais, c'est génial. On a regardé ça. Dancer in the Dark, Breaking the Waves. On a regardé The Shape of the Water après coup. Ce qui est différent quand même, c'est que c'est une créature en plus qui est assez masculine quand même. Et le documentaire sur Erika Eiffel et cette autre femme qui est amoureuse aussi d'un manège. Et vous l'avez rencontrée, cette femme qui s'est mariée, Erika Eiffel? Non, je l'ai rencontrée après, là, je l'ai rencontrée à Berlin, à la projection, c'était très émouvant. Et qu'est-ce qui vous importe le plus dans ce film-là, qu'il porte? Il y a plein de sujets qui sont portés, c'est lequel qui est le plus fort pour vous? Il y a ce chemin, faire accepter à sa mère qu'elle est différente, en tout cas différente de ce que sa mère attendait d'elle. Parce qu'elle a une histoire d'amour hors norme, parce qu'elle est différente, c'est important. Je trouve ça hyper important, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Après, moi, il y a autre chose aussi qui me touche, qui est un peu en sous-couche comme ça. C'est aussi ça s'ouvre plus largement à presque une reconnexion avec nous-mêmes. Je sais pas, quand je vois Jeanne, quand je la vois comme ça, s'écouter, écouter ses désirs qui sont différents, qui sont très personnels, très intimes, Moi, ça m'a reconnectée à certains endroits avec moi-même, parce qu'elle a aussi un fort dialogue avec elle-même, du coup, et je trouve ça très beau. C'est pour ça qu'elle arrive à assez rapidement aller en parler à sa mère et lui en parler de manière... essayer de l'amener sur cette compréhension-là, mais de manière émotionnelle, quoi. C'est important ce chemin-là? Ouais. En tout cas, le cinéma de l'émotion, je trouve qu'il est important parce qu'il y a des choses qui parfois sont difficiles à comprendre peut-être. Et parfois, par les émotions, quand on reconnecte, on arrive en fait à comprendre beaucoup de choses. Du coup, est-ce qu'il faut passer par une phase de solitude pour... Je pense, ouais. Une phase de solitude, une phase de cinéma aussi. C'est une espèce de cadeau comme premier rôle dans un long métrage. C'est vrai, c'est un très beau rôle que Zoé a écrit. Et c'est un cadeau quand on commence une carrière que de s'ouvrir avec ce genre de rôle. Sur le plateau, vous étiez proches ou toutes les deux, pour vraiment vous donner plus de directives, où il y avait une marge quand même de liberté, d'interprétation? C'était un mélange des deux. En fait, on avait quand même pas mal bossé avant le tournage en répétition. On avait commencé à chercher plein de choses ensemble. Parfois, on était en recherche, donc on allait essayer différentes choses. Où Zoé avait une idée précise, et puis moi, j'avais envie d'essayer autre chose. Et puis, donc, il y avait un vrai dialogue. Et puis, parfois, c'est Emmanuel qui amenait ailleurs. Enfin, il y avait vraiment un truc entre nous trois qui... confiance. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.
C'est là.